Le 23 septembre 1939, la France est plongée dans une phase d'attente et d'incertitude alors que la « drôle de guerre » persiste sur le front occidental. L'effondrement imminent de la Pologne, désormais pratiquement partagée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, pousse la France à réévaluer sa stratégie et son rôle dans cette guerre qui prend des dimensions de plus en plus mondiales. Ce jour-là, les discussions internes se concentrent sur la préparation à un conflit prolongé, tandis que la diplomatie internationale tente de naviguer dans un paysage de plus en plus complexe et hostile. Contexte militaire, la stratégie défensive de la France face aux pressions internes. Le 23 septembre, la stratégie militaire de la France reste résolument centrée sur la défense de la ligne Maginot. Le général Maurice Gamelin, qui dirige les forces françaises, continue de prôner une approche prudente, évitant toute attaque prématurée contre l'Allemagne. Les troupes françaises sont bien positionnées le long de la frontière avec l'Allemagne, prêtes à défendre le territoire national en cas d'offensive ennemie. Cependant, l'absence de combats actifs sur le front occidental commence à peser sur les officiers et les soldats, qui s'inquiètent de l'inaction prolongée. Le succès allemand en Pologne, où la Blitzkrieg a prouvé son efficacité dévastatrice, commence à alimenter des débats sur la pertinence de la stratégie française. Certains généraux estiment que la France risque de subir le même sort si elle ne prend pas l'initiative d'une offensive avant que l'Allemagne ne se retourne complètement vers l'ouest. Cependant, Gamelin et ses partisans insistent sur le fait que la France doit éviter de reproduire les erreurs de 1914, où des offensives hâtives avaient entraîné des pertes massives. L'armée française continue néanmoins de se préparer à un conflit prolongé. Des exercices militaires sont régulièrement menés pour améliorer la coordination des différentes branches des forces armées, et les plans de défense en profondeur sont révisés pour parer à toute percée allemande. Le moral des troupes, bien que solide, est mis à l'épreuve par l'incertitude sur la durée de cette guerre et par l'attente sans fin d'une offensive qui tarde à venir. La chute de la Pologne, un choc pour les Alliés. Le 23 septembre 1939, la Pologne est presque entièrement sous occupation allemande et soviétique. La résistance polonaise, bien que courageuse, est sur le point de s'effondrer face à l'invasion conjointe des deux puissances totalitaires. Les derniers bastions de résistance, comme Varsovie, sont encerclés et bombardés sans relâche, et la capitulation polonaise est désormais une question de jours. En France, la chute de la Pologne est perçue comme une tragédie qui soulève des questions sur la capacité des Alliés à faire face à la machine de guerre allemande. Le Figaro publie un article intitulé « La Pologne trahie », dans lequel le journal critique vivement l'inaction des Alliés et appelle à une révision urgente de la stratégie militaire française. Le journal souligne que l'échec à soutenir efficacement la Pologne pourrait se reproduire si la France ne renforce pas ses défenses et ne prend pas des mesures plus agressives pour se préparer à une guerre totale. Le Matin se concentre sur les répercussions géopolitiques de la chute de la Pologne, soulignant que l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique menace désormais tout l'équilibre de l'Europe. Le journal analyse les implications d'une Europe de l'Est désormais dominée par deux régimes totalitaires, ce qui place les Alliés dans une position de faiblesse stratégique. Quant à l'humanité, fidèle à sa ligne pro-soviétique, le journal continue de justifier l'invasion de la Pologne par l'Union soviétique, la présentant comme un acte de protection contre l'impérialisme nazi. Cependant, cette position devient de plus en plus intenable à mesure que des informations sur les répressions menées par les soviétiques dans les territoires polonais occupés commencent à filtrer. Vie quotidienne en France, mobilisation civile et préparation à l'incertitude. Sur le plan domestique, le 23 septembre est une journée marquée par des ajustements dans la vie quotidienne des Français, alors que la guerre commence à affecter de plus en plus de secteurs de l'économie et de la société. Le gouvernement Daladier, bien conscient que la guerre pourrait durer bien plus longtemps que prévu, met en place des mesures pour garantir la stabilité sociale et économique du pays. Les pénuries de produits de base, bien que limitées, commencent à se faire sentir dans les grandes villes. Les prix des denrées comme le sucre, le café et l'essence continuent d'augmenter, et les autorités locales mettent en place des systèmes de rationnement pour éviter la spéculation et les pénuries généralisées. Dans les campagnes, la production agricole est affectée par la mobilisation des jeunes hommes, ce qui pousse les exploitants à recruter des femmes et des ouvriers non qualifiés pour maintenir les récoltes. La Croix publie des articles sur la nécessité de l'entraide et de la solidarité en ces temps de guerre. Le journal appelle à la patience et à la foi, rappelant à ses lecteurs que la guerre sera longue et nécessitera des sacrifices. Des initiatives locales d'entraide se multiplient pour soutenir les familles des soldats mobilisés et pour organiser la distribution des produits alimentaires dans les quartiers les plus touchés. Les émissions de radio jouent un rôle central dans la diffusion des informations sur la situation militaire et dans le maintien du moral des civils.
Des conseils pratiques sur la gestion des pénuries et des messages de soutien aux familles des soldats sont régulièrement diffusés. La radio devient également un outil pour diffuser les directives gouvernementales sur les mesures de sécurité civile, notamment l'utilisation des abris anti-aériens en cas de bombardement. Répercussions internationales, alliances et ajustements diplomatiques. Le 23 septembre, la scène diplomatique internationale est en effervescence alors que les Alliés tentent de faire face à l'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique. La division de la Pologne, orchestrée par ces deux puissances, modifie considérablement l'équilibre de pouvoir en Europe. À Paris, les diplomates français travaillent activement pour renforcer les alliances existantes et explorer de nouvelles options pour répondre à cette menace croissante. Les relations avec le Royaume-Uni sont particulièrement importantes en cette période. Les deux pays coordonnent leurs efforts militaires et diplomatiques, bien que des divergences commencent à apparaître sur la manière d'aborder la guerre à long terme. Alors que certains dirigeants britanniques, comme Winston Churchill, préconisent une approche plus offensive, d'autres, plus prudents, estiment qu'il est trop tôt pour engager des actions militaires directes. Les contacts avec les États-Unis continuent également de s'intensifier. Le président Franklin D. Roosevelt, bien que contraint par les lois de neutralité américaines, exprime son soutien aux Alliés et cherche des moyens d'accroître l'aide matérielle sans violer la neutralité. Le programme Cash and Carry est de plus en plus vu comme une solution temporaire pour permettre à la France et au Royaume-Uni d'acheter des armes et du matériel sans engager directement les États-Unis dans le conflit. En Italie, Mussolini continue de jouer sur deux tableaux. Officiellement neutre, il renforce néanmoins ses liens avec l'Allemagne tout en gardant ses options ouvertes avec les Alliés. À Paris, les diplomates français tentent de maintenir des relations cordiales avec Rome, bien que la méfiance à l'égard des intentions de Mussolini grandisse. Les autorités françaises sont particulièrement préoccupées par la possibilité que l'Italie rejoigne l'Allemagne dans le conflit, ce qui compliquerait considérablement la situation militaire en Méditerranée. Débat politique en France, tensions croissantes au sein du gouvernement. Le 23 septembre, les débats politiques au sein du gouvernement Daladier prennent une nouvelle tournure. L'inaction prolongée sur le front occidental, combinée à la chute de la Pologne, alimente des critiques de plus en plus vives de la part de certains députés et membres du gouvernement. La stratégie défensive prônée par le général Gamelin est remise en question, et des appels à une révision de la stratégie militaire française se font entendre. Certains députés, en particulier ceux de la gauche et des partis plus radicaux, appellent à une mobilisation totale des ressources de l'État pour renforcer la production d'armement et préparer la France à une guerre longue et coûteuse. Ils estiment que la France ne peut plus se permettre de rester passive et qu'une stratégie plus proactive est nécessaire pour éviter une offensive allemande dévastatrice. Daladier, bien que soutenant encore la posture défensive de Gamelin, commence à envisager des ajustements. Il s'efforce de maintenir l'unité au sein de son gouvernement, tout en cherchant à rassurer l'opinion publique sur la capacité de la France à résister à l'Allemagne. Les débats au sein du gouvernement deviennent de plus en plus tendus, alors que la pression pour prendre des décisions décisives se fait sentir. Conclusion. Le 23 septembre 1939 marque une nouvelle phase de tension pour la France, alors que la « drôle de guerre » persiste et que l'effondrement de la Pologne met en lumière les défis auxquels les Alliés sont confrontés. La France, bien que résolue à défendre son territoire, est confrontée à des choix difficiles sur la manière d'aborder la guerre à long terme. La pression pour réviser la stratégie militaire, combinée aux incertitudes diplomatiques, place le gouvernement Daladier dans une position délicate. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si la France peut s'adapter à la nouvelle réalité d'une guerre mondiale qui ne fait que commencer.